La première question, c'est d'où vient la GenAI? Alors, on va commencer doucement. Est-ce que vous connaissez tous un petit peu l'historique de la GenAI? À quoi on peut le rattacher? À quels événements on peut la rattacher dans le temps? Est-ce que ça remonte, je ne sais pas, à l'Antiquité? Est-ce que ça remonte à la semaine dernière? Est-ce que vous avez des petites idées? Est-ce que quelqu'un de chez vous s'est rattaché à un nom dans l'histoire contemporaine? Bon, généralement, on commence par Alan Turing, qui est quelqu'un qui est un des fondateurs du domaine. Et sur la GenAI moderne, on va démarrer aux alentours des années 50, donc quelque chose qui est assez récent, on ne va pas commencer au grec ou avant. Et c'est les premiers fondements qu'on a commencé à reconnaître sur la GenAI. Ensuite, on va avoir, ça marche à peu près par dizaines d'années, on va avoir une deuxième évolution majeure avec la mise en place et la création des réseaux neuronaux aux alentours des années 80, qui vont permettre de rajouter une couche sur les techniques et les façons de travailler la donnée pour se rapprocher de la GenAI, donc essayer de faire en sorte de travailler l'information dans un modèle qui ressemblerait au cerveau. Ensuite, on a l'automatisation des données dans les années 2000 avec ce qu'on appelle, ce que vous avez dû tous rencontrer, le big data, le traitement de la donnée, qui est encore une itération supérieure qui permet de se rapprocher. Vous avez le droit, si vous voulez intervenir, de rajouter des choses. Les dernières itérations que vous devez tous connaître, c'est la GenAI telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la GenAI communément ChatGPT ou autre, avec les premiers exemples qu'on a utilisés avec des solutions comme les applications qu'on a vues dans les App Store où on remplaçait les visages de gens, les acteurs. Ça a commencé aux alentours de 2010, par exemple. On retrouvait énormément de reels dans les réseaux sociaux avec des photos Tom Cruise, des choses comme ça. C'était les premiers prémices de GenAI tel qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, donc le raz-de-marée qui est arrivé l'année dernière avec ChatGPT 3.5 en grand public, qui est l'utilisation de la GenAI proprement dite telle qu'on la connaît aujourd'hui via des chatbots et à travers ChatGPT et les applications associées. En gros, quand on ne fait pas du chat mais qu'on utilise l'entreprise, en l'occurrence ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fait ici. Voilà. Donc ça, c'est les GPT qui sont arrivés en 2020 et qui sont arrivés chez nous il n'y a pas longtemps. Concrètement, la GenAI, c'est quoi? On va rentrer dans le détail. Pour répondre à cette question-là, on l'a posée au principal intéressé, à savoir on a commencé par demander à ChatGPT qu'est-ce qui est pour lui une GenAI. C'était la personne, enfin l'entité la plus à même de nous répondre. ChatGPT, sa définition de la GenAI, c'est un énorme cerveau numérique qui apprend en lisant énormément de textes. Ça, c'est le fonctionnement et la définition de ChatGPT. Concrètement, ça marche comment? Là, je vais passer la main à Mox pour expliquer le concept de base de qu'est-ce que c'est une GenAI et après on va voir comment on la travaille et comment on l'utilise. Avant de commencer, déjà, moi, je vais vous demander qui utilise ChatGPT ou... Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'IA? Ça veut dire qu'ils développent des choses basées sur ça. Il y a Golem AI, etc. Ok. Ok. Donc, vous êtes les personnes qui vont m'aider pendant ma phrase. Allez, venez sur l'estrade et lui, il va s'asseoir. Ça, Mox, il va s'asseoir, il va se reposer, vous allez bosser. C'est ça. Donc, la GenAI, c'est quoi? Bon, elle marche pas. La GenAI, aujourd'hui, c'est en gros un LLM, un modèle de deep learning à qui on a donné beaucoup de données. Et aujourd'hui, on peut lui faire une query et en réponse, il nous répond quelque chose. La query peut être une image, du texte, du son, quelque chose comme ça. Ça, c'est la définition basique de c'est quoi la GenAI. Donc, cette partie-là se base sur un LLM, comme on a dit. Le LLM, c'est quoi maintenant? Le LLM, c'est un réseau de neurones évolué. À la base, les réseaux de neurones, c'est qu'on appelait le RNN, c'est un réseau de neurones séquentiel. Le LLM se base sur une architecture qui s'appelle Transformer. C'est un réseau de neurones qui est en couche. En gros, au lieu de traiter séquentiellement les choses, maintenant, on traite parallèlement des milliers d'instructions. C'est la base de comment s'est créé les LLM, comment ça est arrivé cette évolution-là. Et c'est pour ça que ça a donné sens à l'utilisation des GPU qui, eux, peuvent faire ces traitements-là en parallèle. Donc, comment on construit un LLM? C'est basé sur 4 étapes pour un LLM basique, en 6 étapes pour quelque chose qui est spécialisé, qui est un peu poussé pour notre travail de tous les jours.
La première étape, c'est quoi? C'est la collecte de données. C'est l'une des étapes les plus importantes. Pourquoi? Parce que ces données-là, on va les ingérer dans un modèle. Si les données ne sont pas les données souhaitées ou bonnes, en fait, notre modèle va être erroné de base. Il va donner des informations fausses si on n'a pas fait ce nettoyage-là, cette collecte-là, et en gros, pré-traiter ces données-là. Donc, ce qui s'appelle à ce moment-là, ces données-là, quand on a fini la préparation et le nettoyage de ces données-là, ça s'appelle le dataset. Ce dataset, on va l'utiliser pour entraîner notre LLM. À la base, il ne s'appelle pas LLM. Dans LLM, il y a large. Tant qu'il n'y a pas toutes ces données-là dedans, ça s'appelle juste un algorithme de deep learning. Donc, on prend ces données-là, on les transforme en vecteurs et on les donne à l'LLM. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il fait quand on lui donne ça? Quand on lui donne ça, l'architecture transformer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre toutes les données, les vecteurs qu'elle a reçus via les embeddings qu'on a fait, les vecteurs qu'on a fait. Elle va mettre des mécanismes d'attention. C'est quoi les mécanismes d'attention? Les mécanismes d'attention… Je vais interrompre 2 secondes. Ouais. Tout le monde sait ce que c'est qu'un vecteur. Je fais juste une petite transition pour expliquer. Pour faire simple, c'est une suite de nombres qui, elle, fait référence à une autre donnée. Et la base d'un vecteur, ce qui est important dans un vecteur, c'est que c'est très rapide à traiter. En même temps, ça a plusieurs dimensions, donc on peut faire beaucoup de relations. Dans les LLM d'aujourd'hui, les vecteurs entre 700 et 1568 dimensions. En gros, ce qu'on essaie d'expliquer là, c'est que tout le texte que vous avez utilisé pour entraîner votre modèle, on va le transformer en chiffres, donc en une suite de chiffres, parce qu'en fait, les réseaux de neurones, le fameux LLM que vous aurez à la fin, ne traitent que ça, c'est des chiffres et des suites de chiffres. Quand vous posez une question à ChatGPT, la phrase que vous donnez à ChatGPT, c'est une suite de chiffres, c'est des 0, virgule, x décimales qui sont derrière, et c'est quelque chose qu'on est en train de demander. Donc le bonjour, c'est un chiffre. C'est exactement ça. Et ça se passe comment? En fait, ce transformer-là, il a un encodeur et un décodeur. Ça s'appelle la tokenisation de base. Après, il y a l'embedder qui, lui, prend ces chiffres-là et les transforme en vecteurs. L'avantage d'utiliser des embedders, c'est que donner un sens. Un embedder n'est pas juste un vecteur. Un vecteur tout seul ne veut rien dire. Un embedder donne un sens à cette phrase-là et crée des relations entre tout le texte qu'on a donné. En gros, par exemple, aujourd'hui, vous avez donné un bouquin. Il va prendre les synonymes, il va les mettre dans un espace vectoriel très proche. Il va prendre tout ce qui est conjugaison et il va les utiliser. Le pluriel, c'est dans un espace vectoriel très proche. Le singulier, dans un espace vectoriel très proche. Après, ça dépend des algorithmes. C'est la base des LLM. Donc ça, c'est les mécanismes, on appelle ça les mécanismes d'attention. Les mécanismes d'attention permettent de spécifier, c'est combien il y a de mécanismes d'attention, combien il y a de poids, il y a tout ça. Quand vous voyez un modèle, c'est les 7 milliards de paramètres, c'est les 30 milliards de paramètres. C'est ça, les paramètres quand on parle d'un LLM. Donc, après, quand on a fait avec la couche transformer on a tout changé en vecteur, on a créé nos espaces vectoriels, on a créé les relations, on a mis les bons poids. On a ces données-là. Maintenant, le transformer, qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner, il va apprendre. C'est ce qu'on appelle l'auto-apprentissage d'un transformer. Cet auto-apprentissage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repasser sur tous les vecteurs qu'on lui a donnés, comprendre le sens de ces vecteurs-là et mettre dans le même espace vectoriel les choses. Et à part ça, il va faire le truc le plus important, c'est mettre du poids. Ça veut dire ce mot-là est important dans cette phrase. Par exemple, quand on décrit, on prend… par exemple, le ciel est bleu, il va prendre ciel et bleu, il va leur mettre un poids et il va les lier l'un avec l'autre. Le aura un poids qui est plus bas que ciel et bleu. Et après, ça va dépendre des autres phrases qu'il y a. À chaque fois, il va dire la relation, elle est proche, je vais augmenter le poids. La relation est plus basse, je vais éloigner le poids. C'est ça l'apprentissage. Donc le but, c'est quoi à la fin? C'est de prédire le mot suivant, ou pour utiliser un mot plus technique, on va prédire le token suivant. C'est comme ça que travaille un LLM. C'est de la prédiction, c'est des stats, c'est prédire le token suivant. Donc quand on aura fini ça, on aura un LLM qu'on peut utiliser. C'est ça un LLM. Avant ça, il n'y avait pas d'LLM avant cette période, avant cet apprentissage-là.
Et quand on a cet LLM-là qu'on peut utiliser, c'est un LLM, d'habitude, quand on fait un LLM, on fait un LLM qui comprend le langage humain ou qui comprend les images, ça dépend de l'utilisation, pourquoi on l'a fait, mais il n'est pas spécialisé. C'est un LLM de base, c'est pré-entraîné. C'est pour ça qu'on n'appelle pas la première phase de l'entraînement, c'est le pré-entraînement, c'est ça qu'on a créé. Maintenant, sur cette phase-là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a 4 étapes pour avoir un LLM, donc on peut l'utiliser, mais il ne sera pas très bon dans notre métier. Aujourd'hui, ce que font les entreprises, on prend un LLM qui est déjà pré-entraîné, par exemple un Llama 2, un Mistral, un Claude, si on peut, ça coûte cher. Mais après, on fait quoi? On crée des datasets propres à nous. C'est-à-dire, par exemple, chez Iguane Solutions, on crée des datasets sur comment on gère une infra, sur comment on règle un incident, sur comment on rédige de la documentation technique. Ces datasets-là, ils sont spécifiques à notre métier. Après avoir créé ces datasets-là, on passe dans la phase d'entraînement qui s'appelle l'étape de fine-tuning. En fait, le mot, il fait un peu le buzz sur Internet, mais le fine-tuning, c'est juste un entraînement, c'est la même chose, c'est la même fonction. Il y a maintenant plusieurs boîtes qui sortent leur méthode de fine-tuning, mais quand on regarde le code derrière, c'est le même entraînement qui se passe au départ. Juste, on rajoute quelques algorithmes qui vont rajouter du poids sur les trucs qui nous intéressent dans notre métier, qu'ils soient plus spécialisés dans ça. Par exemple, chez nous, ça va être plus spécialisé sur la gestion d'infra, sur je sais pas, faire en sorte que notre doc soit très bien structuré pour un tech, pour que ce soit lu par une personne, que ça soit lisible, des trucs comme ça. C'est créer vraiment un sens à cette donnée-là. Et là, quand on a fini ça, quand on a fait ça, qu'on a fait l'étape d'avant, on a refait l'étape d'avant avec des données spécialisées, on a un modèle fine-tuné. Et là, on peut l'utiliser dans notre métier et on peut dire, ce modèle-là, il peut répondre à des questions par rapport à mon métier ou à ma boîte ou des trucs comme ça. Je vais juste donner un exemple très simple. Exemple très simple, chez Iguane, on utilise des outils qu'on a développés en interne, par exemple Sysmology pour le monitoring, Muppet qui est basé sur Puppet pour tout ce qui est gestion de configuration, tout ça. Un LLM normal ne les connaît pas. Donc ce qu'on fait, on crée des datasets qui sont liés à ça, comment on les utilise, comment on les déploie, comment on peut optimiser avec des choses, et on crée des datasets, on les donne à un LLM de base. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui on travaille beaucoup avec Mistral. Nous, on le donne au modèle. Après, à la fin, le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il peut répondre à des questions qui sont liées à des technos qu'on a fait nous. Il peut dire, par exemple, un client chez nous, il arrive, il va écrire, je sais pas, comment sont configurés les Sysmobox. C'est un moyen de monitorer dans Sysmology. Et ça va lui expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui tourne. Parce qu'il y a des gens qui sont curieux, qui vont dire, mais moi, il y a un truc dans mon infra, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, il va poser cette question, il va avoir toutes les infos qu'il veut, mais c'est des infos internes à nous. Ça, c'est l'avantage d'avoir un LLM fine-tuné. Oui, désolé. Ouais, justement, en plus, ça concerne justement une offre de service chez vous, par exemple. Comment on se prévient d'un moteur qui va inventer? C'est juste peut-être un peu trop ça, mais, c'est bien, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça va emmener à l'étape où nous, on va arriver après, parce que ça, c'est un problème des LLM aujourd'hui. J'ai vu des trucs dans la presse, tu vois, un avocat qui avait fait un truc en ChatGPT, qui avait inventé des articles de loi, Ouais. etc. Donc, ce qui est plutôt délicat quand on parle de management de plateforme, parce que c'est Nous- un sujet de fond. C'est ça, bah ouais, c'est pour ça que je voulais savoir. Nous, on est dans un métier de prod où on a le droit à 0 erreur. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Là, j'explique ce que c'est un LLM, ce que c'est un LLM fine-tuné. Mais chez Iguane, on ne pourra jamais utiliser un LLM de cette manière. C'est la grosse différence. Est-ce que finalement, c'est un LLM fine-tuné ou est-ce que c'est deux LLM que tu utilises à la fin? Nous, chez Iguane, aujourd'hui, je vais arriver à la fin, on utilise beaucoup d'LLM. Chaque LLM est spécialisé dans un domaine. Et donc, on crée, c'est des nouvelles techniques d'IA, on crée des agents. Et chaque agent porte son LLM. Par exemple, un agent qui va me générer de l'infra as a code ne sera pas le même agent qui va m'écrire ma doc ou qui va écrire une explication d'une techno à un user devant. Oui. Donc c'est plusieurs LLM qui sont basés sur le même générique, mais qui sont après fine-tunés suivant des datasets différents. En fait, je vais
je vais les synthétiser d'une manière plus... En fait, il y a un LLM qui est tech. C'est un tech, c'est un SRE, c'est un admin 6. Il y a un autre LLM qui est, lui, un chef de projet qui va orchestrer à qui il distribue cette information parce qu'en fait, quand le user il va poser une question, il y a l'orchestrateur qui est le chef de projet, il va arriver et dire ça c'est une question, il veut que j'écrive de la doc. Donc je vais l'envoyer au tech writer. C'est un LLM qui est son rôle, comprendre la tech, mais pas écrire du code, c'est écrire des phrases compréhensibles par un humain par rapport à la tech. Par contre, quand le user va écrire « écris-moi le code, l'infra as a code pour déployer un environnement LAMP ». Le chef de le premier LLM, il va prendre ça, il va dire « moi je suis chef de projet, ça c'est un tech qui doit le faire ». Donc je vais l'envoyer à l'agent qui s'appelle tech et lui, il va m'écrire ce truc-là. Après, ce qui est important dans notre métier, comme je dis, là il n'y a pas le droit de faire des erreurs, on utilise un autre LLM qui lui fait le code review. Donc, il va prendre ce que a fait le premier agent, le codeur, il va le prendre, il va le faire tourner sur une infra virtuelle, tester que ça marche. Aujourd'hui, il y a Autogene qui est développé par Microsoft qui permet de créer ces agents-là et de lancer ce qu'a développé une IA pour tester si ça marche ou pas. Il teste, il sort, si ça marche bien, il n'y a pas de problème, il dit c'est bon, le code est validé, je peux le rendre au user. Si ça ne marche pas, il renvoie et lui dit j'ai ces erreurs-là, refais-moi cette partie-là. Mais ça, vous êtes arrivé à la fin de la presse. Hein. Il y a encore une partie. Bah, du coup, je peux ne pas faire le reste. Oui. Alors, juste une petite question, vous avez cité Mistral, Oui. Simple curiosité, vous collaborez avec eux ou... Non, en fait, on est un peu, nous, on travaille un peu tout seul en mode, la partie underground du truc, on essaie d'optimiser comment tourne un LLM déjà. Par exemple, on utilise Mixtral, mais aujourd'hui, le modèle de Mixtral qu'on utilise n'est pas le modèle de base de Mixtral qui est servi. En fait, dans Mixtral, je vais rentrer dans un autre sujet, Mixtral, c'est une mixture of experts, ça veut dire il y a 8 modèles qui tournent, il y a devant un routeur, à la fin, un autre truc qui va envoyer la demande aux modèles qui peuvent répondre, sortir les réponses des modèles qui ont pu répondre et la jumeler à la fin et renvoyer. Nous, il y a des modèles dans ces 8-là qui ne nous intéressent pas dans notre métier, donc on les sort, on met à la place d'autres et on reconfigure le routeur pour accepter les autres modèles. Je propose qu'on continue sur la... Oui, on est parti. On est très très loin de la moitié, mais juste on avance et après on continuera sur la question. Je pense qu'on a parlé de ça. Ouais. Ok. Donc, du coup, je vais reprendre la main 2 minutes. On a vu le LLM. On peut passer un petit peu de temps et rappeler les principaux avantages d'utiliser un modèle LLM. Donc, l'avantage d'un modèle LLM aujourd'hui, c'est qu'il comprend ce qu'on lui demande. C'est un bon LLM bien entraîné. Il va comprendre notre métier, il va comprendre l'humain, déjà le langage humain, et il va répondre ce qu'on lui a demandé. 2, c'est vraiment, il va faciliter le travail. Aujourd'hui, au lieu d'aller écrire, par exemple, tout mon code, je vais demander des trucs, je vais changer les IP, je vais valider mon code s'il est bon ou pas, changer les choses qui ne vont pas, et je peux lancer, et ça marche. Surtout pour une phase de R&D, par exemple, c'est ça fait gagner beaucoup de temps dans l'R&D. Et après, ça fait aussi en sorte que ça brise les barrières linguistiques. Maintenant, il y a beaucoup de modèles, type Mixtral, type GPT-4, ou ces modèles-là, ils parlent beaucoup de langues et c'est très important parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui écrit dans sa langue, il peut avoir la réponse directement dans sa langue, même si j'ai rédigé ma doc en français. Pour une boîte comme nous on est en Tunisie, en France et aux États-Unis, on espère partir en Amérique latine bientôt aussi. C'est quelque chose de très important d'avoir une doc compréhensible par tout le monde parce que on ne peut pas avoir, par exemple, dans un horaire où il n'y a pas une personne qui est responsable de cette partie technique-là, elle n'est pas dispo, par exemple aux US, en journée, il n'y a personne de France. Alors que la première équipe de Iguane, c'était en France, c'est eux qui ont développé beaucoup de choses et parfois on ne comprend pas comment ça marche. Si la personne n'a pas la réponse dans sa langue, on va avoir de gros problèmes. Un autre sujet sur lequel on discute en ce moment, c'est comment on fait pour démultiplier un support. Par exemple, si on a des clients qui sont dans une langue mandarin, par exemple, ou coréen,
on travaille en ce moment, on réfléchit à comment on peut intégrer dans un Slack des traducteurs, parce qu'on est très asynchrone, qui nous permettraient de décorréler la langue dans laquelle on communique et d'échanger dans la même langue. On peut avoir un support qui peut être en français, en anglais ou en espagnol, et en face des gens qui parlent des langues complètement différentes, ils ne savent même pas en quelle langue a été envoyé le message. Ils reçoivent un message dans la langue dans laquelle ils sont, ils répondent dans leur langue, et elle est envoyée dans la langue du destinataire. Ce qui fait qu'on enlève la barrière de la langue, on l'efface complètement. On va avoir un support multilangue, à partir du moment où on a une ressource qualifiée, on décorrèle le fait qu'elle soit obligée d'être multilangue. Un chat, je donne un exemple très simple, un chatbot de Slack peut utiliser un LLM juste pour traduire toute la partie communication avant de renvoyer le message. Et ça sera une traduction technique, c'est-à-dire que la réponse qui a du sens. Google Translate. Oui, c'est qui a du sens. Elle comprendra l'historique du chat et elle fera une réponse qui est une réponse technique dans la langue. Donc il n'y aura pas de perdition de j'ai traduit mot à mot et ça n'a aucun sens quand ça arrive. Pas grave. Donc, comme on a commencé à en parler, déjà les problématiques d'un LLM normal, le problème d'un LLM, c'est qu'on ne sait jamais d'où vient, c'est quoi la source d'information. J'estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui peut créer un LLM de base. Un LLM pré-entraîné, on ne va pas s'amuser à refaire les années qu'ils ont passées à créer cet LLM qui comprend le truc. Donc, on prend un LLM et après, on le fine-tune. Mais le problème, c'est que même si toutes les données qu'on lui a données quand on l'a fine-tuné sont à nous et qu'on sait c'est quoi, il y a des données qu'il a eues avant et qu'on ne sait pas. On ne sait pas, il peut faire des choses. Et en plus de ça, un LLM aujourd'hui, comme il a une très grande base de connaissances, quand il n'a pas la réponse, il va essayer d'en créer une. La plupart des LLM ne savent pas dire « je ne sais pas » aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Donc, on n'a pas la source de données. La deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple d'Iguane. Si je prends toutes les données que je fais chez Iguane, c'est des données d'infra de clients. On a des centaines de clients, ce qui fait que toutes ces données-là, je vais créer un dataset, je vais les donner à un LLM, et après, je l'ai entraîné, ça m'a pris du temps, de l'argent, tout ce qu'on veut. À la fin, je le mets sur mon Slack. Mes clients, ils vont venir, ils vont poser une question. Cet LLM va leur répondre, par exemple, aujourd'hui, on a EasyBourse et on a Deezer. Cyril pourra poser des questions et le LLM va lui répondre sur l'infra de Deezer. Va même pouvoir lui dire c'est quoi les problèmes de sécurité dans l'infra de Deezer. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire avec un LLM entraîné aujourd'hui. Nous, ça ne nous sert à rien de prendre juste un LLM, le mettre à disposition, l'entraîner et le mettre à disposition parce que l'information ne peut pas être donnée à tout le monde de la même manière. Ça, c'est la première truc. Deuxième problématique, ce n'est pas que nous. Dans toutes les boîtes, il y a des problématiques, par exemple d'RH, qui ne peuvent pas être diffusées à tout le monde. Il y a RGPD, il y a les informations sur chaque personne. On ne peut pas donner ces infos-là à qui veut. C'est une problématique qui est assez grave. Donc, on ne peut pas entraîner le modèle sur ces données-là. Donc, un modèle ne pourra pas, par exemple, il y a des modèles qui sont assez intelligents pour créer des plans de carrière, mais vous ne pourrez pas l'utiliser parce que ce modèle-là pourra donner des infos personnelles sur les gens. Alors que si on avait un bon contexte et un bon calibrage de ce modèle-là, on pourrait l'utiliser pour prévoir des plans de carrière, des plans de formation, tout ça, sur la partie RH. Puis, le supplice de l'entraîner tout le temps. Un LLM est efficace à un instant T. Le lendemain, il y a des données qu'il ne connaît pas. Donc, il faut refaire toute la phase de réentraînement, le fine-tuning, ce qu'on appelle le fine-tuning. Il faut le faire tout le temps. C'est un supplice, c'est la vie d'un LLM aujourd'hui. Et ça revient aussi à un coût qui est entraîner un LLM, que ce soit un LLM que vous hostez dans votre data center ou en utilisant une API ou autre, ça coûte cher. Par exemple, je vais prendre l'exemple le moins cher, c'est d'avoir votre LLM dans votre data center avec vos machines que vous avez mis en place et que vous utilisez. Dans ce cas-là, cet LLM, vous allez l'utiliser. Sauf que dans le cas où on entraîne tout le temps le LLM, il faut doubler l'infra. Il y a une infra qui apprend, il y a une infra qui sert l'inférence. Ça veut dire, on peut pas. Il y a des méthodes où les gens ont essayé de faire l'inférence sur le CPU, l'apprentissage sur le GPU. Le CPU ne marche pas. C'est fini, c'est mort, ça ne marche pas, ça a été prouvé. C'est pas possible. Ça marche que sur les petits modèles. Maintenant, comment on règle ces problématiques-là? Nous, chez Iguane Solutions, on a choisi d'utiliser le RAG.
Donc, c'est écrit. Ok. En gros, le RAG, il va faire quoi le RAG? Il va permettre de prendre les données, le dataset qu'on voulait utiliser, et pas apprendre à prendre un modèle et lui apprendre. On va utiliser la même manière qui est ce qu'on a dit au début dans son apprentissage, créer le texte, changer le texte en numéro, puis créer les embeddings, puis mettre dans le modèle. Au lieu de mettre dans le modèle, on va mettre dans une base de données. Déjà, le premier truc, ça rajoute quelque chose, ça rajoute une couche. C'est la couche qu'on va rajouter, c'est quoi? C'est une couche de base de données qui n'existait pas dans les LLM. Une couche de base de données qui permet de prendre la knowledge base de base, on va splitter, chunker, après je vais expliquer en détail toute cette partie-là, utiliser un embedding model, créer des vecteurs que normalement on va mettre dans un espace vectoriel dans le LLM, mais à la fin on va les mettre dans une base de données. Pas dans le LLM. C'est pas le LLM, il ne va pas grossir déjà. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, chaque fois qu'on entraîne un LLM, il grossit. Les gigas, ils commencent à monter. Et plus il grossit, plus votre infra doit être plus performante pour le faire tourner. Donc c'est l'une des choses aussi qui est un inconvénient. Donc, en créant cette base de données, ça permet de faire quoi? Ça permet que le user, quand lui, il pose une question, ça envoie la requête avant, il y a le modèle d'embedding, il a aussi la capacité de comprendre la question. Ce n'est pas une base de données, ce n'est pas une query de base de données basique qui dit « cherche-moi tel mot dans tel truc ». Non, il va chercher le sens et il va faire une recherche de similitude, de sens dans cette base de données. Après, il va sortir le top cas, le top 5 par exemple, des réponses les plus proches qu'il a trouvées, prendre les 5 premières réponses qu'il a sorties, puis il va aller envoyer ça à l'LLM avec la requête du user. Ça veut dire, j'ai posé la question, je ne sais pas comment, on va reprendre le truc basique, comment déployer la stack lamp. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire dans le contexte d'Iguane? Quelqu'un qui utilise les infra d'Iguane ou AWS ou autre, il va envoyer ça dans la base de données. Il va prendre dans la base de données comment nous on fait, comment nous on utilise, c'est quoi les best practices, c'est quoi les confs qu'on met en place pour ce genre d'infra, puis prendre tout ça, le mettre dans un contexte, rajouter par-dessus la question du client ou du user interne et envoyer le tout à l'LM qui lui va prendre ça et son travail, ça va être juste de créer une réponse qui a du sens. Les données, on le sait d'où ça vient. Il ne sortira pas du contexte si on fait un bon prompt par exemple. Parce qu'on peut lui le faire sortir du contexte aussi, mais en faisant un truc vraiment précis, il va nous dire une réponse qui vient de notre base de données, de nos infos à nous. Il va juste utiliser sa compréhension linguistique pour bien la formuler. Et donc les données seraient à 100% sûres. J'expliquerai que 100%, il manque 1% qui est très difficile à faire après. Ouais. Donc, comment on fait cette base vectorielle? La partie la plus importante de cette partie-là, pour la création de cette DV, c'est le chunking et l'embedding model. Bien sûr, la knowledge base doit être très importante parce que on doit toujours mettre les bonnes informations. Par contre, dans ce cas-là, c'est une base de données, donc si on met une information qui n'est pas bien, on peut la supprimer. C'est la grosse différence entre un LLM quand on l'entraîne où il n'y a pas de retour arrière, c'est fini, il a appris le truc, on ne peut plus l'enlever, c'est dedans. Une base de données… C'est tout à fait vrai, tu peux faire du unlearning. Vas-y, explique-moi. En gros, tu as une méthode qui a été publiée par Google en 2023. Ouais, est-ce qu'elle a marché? Ouais, elle fonctionne. Pourtant, toutes les erreurs de code que les devs ils ont fait exprès d'apprendre à GPT, ils y sont encore. Donc, GPT, ouais. Mais Gemini, ils ont trouvé une ruse pour le faire. Peut-être. En tout cas, nous, on n'est pas arrivé là-bas et je pense que même le learning coûte très cher. Je pense que le learning coûte. Donc, le problème qu'on a, c'est que sur un LLM, quand il y a un problème sur le modèle et qu'on s'en rend compte… La curation des données, c'est le problème, en fait, c'est ça. Si on a entraîné un modèle pendant 3 ans, par exemple, et qu'on se rend compte au bout de 3 ans qu'il y a un problème dans le modèle et qu'on fait une mise à jour, on est obligé de rerun les 3 ans. Tu
fais des checkpoints, c'est pour ça que... Ouais, ça veut dire qu'en termes de CPU, c'est énorme. Le coût, il est gigantesque. Il faut re-run tout le modèle et re-exécuter tout l'historique. Ouais, donc enfin, en termes d'infra, ça n'a pas de sens. En dehors du temps, qui est... Et pour la planète aussi, hein, parce que ça n'a pas de Il y a sens dans la planète la de... conso électrique, l'énergie, tout, le temps passé, parce que même avant l'énergie, même avant la partie écologique, est-ce que quelqu'un est prêt à re-run 3 ans de modèle? Je ne sais pas. Ou 2 ans de modèle, même s'il y a des chunks qui vont gagner du temps. C'est une question financière. Et de temps, parce que pour une entreprise, est-ce qu'on est prêt à dire, bon bah désolé, je me suis trompé, on se rappelle dans 6 mois le temps que je re-run? Bah, ils vont dire, bah non, c'est pas Je possible. dirais surtout qu'il y a des méthodes qui sont plus simples à faire. C'est ça le truc. Oui. Une question par Ouais. rapport à ce rerenage qui est très coûteux. Est-ce que sur les données récentes, on ne peut pas juste avoir une solution, un algorithme, C'est ça. technologie? C'est ce que vous C'est dites. ça. Ouais. Pour que le delta soit. Parce que chaque GPT-4 qui se plug sur l'actualité le fait très bien. Il ne va pas à chaque fois tout reprendre. C'est un bon truc, ChatGPT 4, quand il se plug sur l'actualité, aujourd'hui, il se plug sur ce qu'il sait, mais quand il rajoute quelque chose, il va chercher sur Internet. Exemple très simple, il va utiliser des méthodos qui s'appellent aujourd'hui les outils, qu'on rajoute au LLM. C'est un outil de recherche qui coûte aussi, c'est des API aussi, ça coûte de l'argent d'utiliser des outils de recherche. Ça va chercher sur Internet, trouver un truc. Quand il trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser ça. Un modèle d'embedding, il va faire des vecteurs et il va prendre ce modèle d'embedding pour te répondre par rapport à ce qui est écrit dans telle page de news, par exemple, qui date d'aujourd'hui, par exemple. Mais le problème, c'est que c'est pas des données à toi, et c'est pas la problématique, c'est pas des données qui sont, comment dire, c'est pas quelque chose de validé d'aller chercher sur Internet. Ça veut dire, pour moi, en interne, aujourd'hui, je ne déploierai pas une infra en prod, juste en laissant un LLM chercher sur Google, trouver un code et le réimplémenter dans le truc et le lancer sur la prod. C'est quelque... Oui, c'est vrai. Stack Overflow, c'est ce qu'il a fait. Le principe du RAG, c'est comme si les données récentes étaient re-runnées depuis le début et que tout formait un tout. Toutes les données, toutes les données qu'on veut mettre, même d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un facteur différenciant par rapport au fait qu'il n'y a pas de re-runnage et que vous avez l'ensemble de toutes ces données qui soient traitées? Est-ce qu'il y a un brevet derrière ou plusieurs brevets pour... Est-ce qu'il y a un brevet? Non, il n'y a pas de brevet aujourd'hui. Déjà, pour expliquer, le RAG, c'est quelque chose qui est... avant, ça a été utilisé, les bases vectorielles et tout ça, mais le RAG dans le LLM, c'est quelque chose dans les derniers mois. Ça a commencé des derniers mois à prendre du sens, et je vais expliquer à la fin que c'est très simple d'implémenter un RAG. Par contre, c'est très difficile de le maîtriser. Je vais expliquer pourquoi. Donc là, ces données-là, l'avantage pour que ça soit très simple, les données, on peut mettre des données tout de suite, maintenant, dans une base de données. Une base de données vectorielle, par exemple, on prend 1 giga de données de doc, on va le chunker, ça veut dire le splitter en petits textes, puis le transformer en vecteur et le mettre dans la base de données. Ça, 1 giga, ça va prendre, on va dire 1 heure maximum. Par contre, ce giga-là, on va le run sur un modèle pour apprendre au modèle. Ça va prendre beaucoup de temps parce que après tu lui donnes les données, après il va rerun jusqu'à qu'il crée tous ses poids pour apprendre les données qu'il y a dedans. Ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est exponentiel, c'est pas x2, x3, x4, c'est exponentiel. La différence entre ça, ce qu'on a dit aussi surtout, c'est la sécurité de la donnée. C'est que quand vous donnez un modèle à un LLM, quand quelqu'un le requête, tout le monde peut avoir la donnée. La différence là, c'est que vous savez, une base de données vectorielle, elle est basée sur des collections. Les collections, c'est la même chose que les tables. Ça veut dire, ça a les mêmes règles. Un X peut avoir accès à une donnée A. Y a accès à une donnée B. Par exemple, c'est ça la différence de cette partie-là. Sauf que sur un LLM basique, on ne peut pas le faire. On dépasse toujours les trucs. Oui. Selon l'utilisateur qui pose la question. En fait, c'est du dev à la fin. En fait, c'est vraiment le dev classique qu'on fait. Quand quelqu'un se log, du coup, il aura accès que à cette base, à cette collection, on va dire, pour utiliser les termes des bases vectorielles. Tu te logs, ton login te permet d'accéder, tes crédentiels te permettent d'accéder qu'à ça. C'est la règle de base, comme ça qu'on peut différencier entre
deux personnes quand elles arrivent. Par exemple, même chez Yuan, hein, tel service peut accéder à ces données-là. Il n'y a pas tous les services qui peuvent accéder à toutes les données. Sinon on perd le RGPD. Alors, surtout dans un contexte européen de RGPD, c'est très important. Donc, tout à l'heure, on a vu tous les désavantages des LLM. Mhm. Est-ce que tu peux juste expliquer en 4 points Ouais. comment ça, tu les as corrigés? Je vais reprendre les points qu'on a mis en désavantage. Excusez-moi. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de clarté de source. Avec du RAG, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est que comme on a une base de données, la base de données, déjà, comment on construit une collection dans un vector store? Dans un vector store, une collection, c'est le vecteur, l'embedding qu'on a créé. Puis, on a la metadata qui, elle, contient plusieurs paramètres, dont la source de cette donnée-là, d'où est-ce qu'elle est venue, puis l'ID. Ce qui permet quoi? Ce qui permet quand on requête, quand on va lancer, avant d'arriver à LLM, quand on requête notre vector store, ça va nous donner la réponse plus la source de la réponse. Ça veut dire le LLM à la fin, quand il synthétise, il va répondre, je sais pas, déployer ça comme ça, et à la fin, il va dire source. Il va donner les liens, où est-ce que c'est la source. On peut configurer ça. Ce qui permet d'avoir un lien qui rassure, où on peut vérifier si l'info elle est bonne là-bas ou pas. C'est quelque chose de très important. Et aussi, la base de données, c'est une base de données qui est à vous, c'est vous qui l'avez créée, vous connaissez les données qui sont dedans. Vous pouvez corriger ou mettre à jour. Par exemple, si vous changez une manière de fonctionnement, vous pouvez mettre à jour la manière de fonctionnement. Sauf que je ne connais pas les méthodes d'unlearning pour l'instant, mais dans un LLM comme je le connais moi aujourd'hui, tu donnes quelque chose, c'est très difficile. Après, c'est perdu. Lui apprendre un nouveau truc, il peut répondre avec l'ancien et le nouveau dans le même truc. Deuxième avantage, c'est vraiment le supplice de réapprendre, tout ça. Au lieu de réapprendre et de passer, par exemple, hein, avec des grosses données, passer quelques mois à attendre que le modèle réapprenne les nouvelles données, en fait, on passe une journée de travail, la méthode d'embeddings, on l'avait choisie dès le départ et tout, on lance notre truc qu'on a développé, c'est du dev basique, et ça met tout en base de données en une journée, on a nos données qui tournent et on est à jour. On est à jour avec les dernières données du truc, au lieu d'entraîner le truc pendant 3 mois. Pour le RAG, vous utilisez un framework particulier comme LangChain ou en fait, Stack ou le RAG aujourd'hui, c'est, comment dire, tous ils implémentent les mêmes choses. Après, il y a 4 DB connus, que ce soit ChromaDB, Quadrant, Viat, PaintCon c'est le meilleur, mais les données ils sont chez eux, c'est ça le problème. Mais on utilise. Je vais vous donner l'exemple très simple. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, nous on utilise Autogen. On utilisait LangChain au début, mais comme aujourd'hui on utilise des méthodologies de multi-agents, on utilise Autogen. Par contre, si on veut faire le multi-agent avec du RAG, là on utilisera LangChain avec CrewAI en bibliothèque derrière pour le multi-agent. Ouais, ça c'est resté à jour. Maintenant, il y a aussi la restriction d'accès. Sur un LLM normal, tout le monde a accès aux données, tout le monde peut avoir les informations, les mêmes informations d'un LLM, même si les LLM censurés, on peut bypasser la censure et trouver ce qu'on veut dedans. Maintenant, ce que apporte le RAG, c'est que une gestion de droit de base de données normale, d'une application web ou normale que tout le monde fait et qui est basique. Donc cette partie-là, c'est pas du génie pour l'utiliser, en gros. Et ça sécurise que chacun a le droit d'accès à la donnée dont il a le droit. C'est pas des instances pour chacune des bases, donc tu crées une seule base pour la... Tu peux faire comme une base de données. Tu peux avoir par exemple une base de données pour les clients, une base de données pour tes produits, ou comme tu peux avoir une table pour les clients et une table pour les produits. C'est la même chose. Le concept il est le même, sauf que ça s'appelle des vector stores et ça s'appelle des collections et c'est une base de données. C'est très bien en termes de sécurité, en termes d'accès aux données. Chaque utilisateur il est vraiment scopé sur ces données. Est-ce que ça ne limite pas un peu l'innovation en fait? Parce que si chaque utilisateur il est vraiment basé sur sa propre code base à lui, entre guillemets,
les réponses qu'il aura, est-ce qu'il y a un dataset innovation qui est prévu, un truc commun pour... En fait, le modèle de base, aujourd'hui, il y a quelques boîtes qui sont reconnues mondialement. Leur job, c'est de créer et d'améliorer les LLM. Et je pense que dans la logique qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas le métier de tout le monde de travailler sur ça. Et on n'a pas vocation d'aller créer un LLM, chacun son LLM, ça n'a aucun sens. Donc ces boîtes-là vont toujours entraîner leur modèle, vont innover. Maintenant, l'innovation, quand on parle d'innovation, pour moi, elle n'est pas dans le LLM, elle n'est pas dans le transformer, le nouveau réseau neuronal, parce qu'il est très performant. Elle est pas, pour moi, dans mon métier, ce n'est pas ça, l'innovation. L'innovation dans mon métier, c'est ces bases de données-là, par exemple, qui font des actions qui devaient être faites en quelques heures, en quelques secondes, qui transforment les heures en secondes. Premier truc. Deuxième truc, les outils. Par exemple, aujourd'hui, avec les outils dans les LLM, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut créer un outil pour tout. Par exemple, je sais pas moi, pour créer ta base, même créer ta base, on peut créer un agent qui, lui, va chercher les données dans ton entreprise, faire d'un autre agent qui valide ces données-là, un troisième agent qui crée la base de données. C'est ça des innovations. C'est que, en fait, pour moi, c'est une innovation quand on valide, la donnée, elle est sûre, quand on est à 100% sûr que notre LLM ne va pas sortir quelque chose qu'on sait. On ne sait pas d'où ça vient. Dans mon métier, ce n'est pas possible d'avoir des erreurs. Et surtout pour le mec qui est de nuit en astreinte tout seul et qui pose une question et qui reçoit, au lieu de je sais pas, de restart une base de données, qui reçoit d'effacer tout le data store du mec. Donc c'est quelque chose pour moi qui n'est pas possible. Quatrième point. Le quatrième point, on est arrivé, c'est le coût dont on parlait tout à l'heure. Le coût, on a dit tout à l'heure, pour entraîner une infra, il faut une infra pour l'entraînement, une infra pour l'inférence. C'est quelque chose, et en plus, à chaque fois qu'on entraîne, il grossit, on a besoin de plus d'infra pour le servir, tout ça. Aujourd'hui, notre LLM, il peut ne pas grossir. On prend un bon LLM, c'est le bon LLM, il comprend très bien la linguistique, l'autre, il comprend très bien la tech, et du coup, on a une infra qui est basique. Nos infras seraient plus maintenant sur des VM normales, comme avant, où on peut mettre des vector stores ou des bases de données vectorielles, c'est comme on faisait avant pour les bases de données. Et je vous dis la différence entre une machine, une grosse machine, la plus grosse machine pour faire tourner une base de données, et la plus petite machine qui va faire tourner un Llama 2 70B, en coût, c'est du 1 pour 10 minimum. Donc c'est des choses qui ne sont pas les mêmes, c'est basé sur les GPU coûtent très cher aujourd'hui, mais c'est la base aujourd'hui. On peut peut-être rappeler pourquoi on a besoin de machines plus ou moins importantes. La relation entre la taille d'une base et le compute, ça peut avoir du sens pour comprendre pourquoi entraîner un modèle à la ChatGPT, ça va être beaucoup plus consommateur d'infra qu'entraîner un RAG. En fait, il y a deux facteurs. Il y a facteur données, combien il a de données, combien il charge en VRAM, la RAM du GPU, combien il charge de données. Parce qu'un LLM pour s'entraîner, il va charger ce qu'il connaît, par exemple un modèle qui a 80 gigs, il va prendre ses 80 gigs, un modèle classique, je parle pas un qui est divisé, il prend ses 80 gigs, il va les mettre en VRAM. Après, il va besoin de puissance de calcul. Pourquoi? La puissance de calcul lui permet, ce qu'on a dit, c'est l'innovation de le transformer, le réseau de neurones. Aujourd'hui, c'est les plusieurs couches pour créer les relations. Chaque nœud avec la couche qui est au-dessus ou en dessous, il doit avoir toutes les relations avec. Donc, il va traiter en parallèle des gros volumes de gros volumes de données, ce qui lui demande en gros cette puissance-là de calcul et bien sûr pour avoir cette RAM-là dans le RAM. Juste pour rappeler ce qu'on a dit, quand on a un modèle de 80 gigs, on charge dans le hardware, ça veut dire qu'il faut des cartes graphiques qui ont au minimum une RAM embarquée dans la carte graphique d'au moins 80 gigs, sinon on ne peut pas la charger. C'est-à-dire que si on a des cartes qui ont que 64 gigs, on ne peut pas runner le modèle. Donc, comme les modèles sont de plus en plus gros, ça veut dire qu'il faut des cartes, évidemment, des cartes de 80 gigs de RAM embarquées. Ce n'est pas les cartes qui coûtent 2000 € et ce n'est pas celles qu'on trouve tout de suite. Donc, ça veut dire que pour run un gros modèle versus un modèle optimisé en RAG qui va prendre 10 fois moins de place, il faut du hardware beaucoup plus performant et donc qui coûte beaucoup plus cher. Et en plus, il en faut 2 fois plus sur une LLM. Parce que comme a expliqué Mox, il faut une version qui va créer le modèle et une version qu'on va interroger. Et comme on multiplie tout à chaque fois, ça fait des machines avec 4 cartes minimum dedans. Et donc tout de suite, on rentre dans des dynamiques dans lesquelles une machine pour traîner un modèle LLM, elle va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et on parle que de la partie où c'est vraiment la partie moins chère, où vous possédez vos machines, vous possédez vos trucs. On ne parle pas de faire ça, va avoir votre propre LLM avec une API externe où vous payez tous les jours ce qui tourne. Parce qu'en fait, quand ça tourne, l'apprentissage, quand ça tourne, c'est des requêtes en millisecondes, en secondes, qui tournent pendant des jours, des heures, des semaines, des mois. Et ça devant, on vous facture. Parce qu'il y a deux façons de le traiter. Là, ici, on parle évidemment d'un LLM embarqué sur une infra on-premise dans un cloud ou privé, dans un cloud public. Ou dans un cloud public. Si vous allez en public, ces machines-là, elles ne sont pas chez vous, elles sont chez eux, mais ils vous les refacturent. Donc ça revient à la même chose. Je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant et qui est complètement dans la ligne d'Iwan. Comment tu gères l'orchestration de ton entraînement, tu sais, entre plusieurs GPU, plusieurs machines, plusieurs data, etc. Ça, c'est typiquement le genre de truc sur lequel la plupart des newcomers butent. C'est assez mal expliqué généralement. Ouais, en fait, je vais répondre déjà par la meilleure réponse, la vérité chez nous, on n'entraîne plus de modèles. C'est aussi simple que ça. Donc nous, cette manière-là ne nous va pas, ça nous coûte trop cher. Juste pour vous donner un exemple, une machine où il y a 4 Asson, c'est la base pour faire de l'inférence. Maintenant, il y a les H100, il y a les H200 qui arrivent devant. Donc, mais une machine avec 4 A100, c'est une machine qui a 4 alimentations à 2400 watts. Ça fait 9 kVA. Les B en France normalisées, une B en France de machine, c'est 4 kVA, les B normalisées. Donc là, on va prendre les aliments de B. Dans une B, on est censé pouvoir hoster, c'est-à-dire héberger 46 U, c'est-à-dire au maximum 46 machines de 1 U. Une machine dont parle Mox, elle consomme 2 B et demi, c'est-à-dire qu'on a 2 B vides avec une machine dedans. En termes de consommation électrique, c'est un non-sens. D'autant plus que depuis l'année dernière, avec la guerre en Russie, on a juste fait x4 sur le prix de l'élec. Donc la machine, elle coûte à peu près 16 fois plus que ce qu'elle aurait coûté il y a 4 ans en consommation. Donc réfléchir à une façon de fonctionner dans laquelle on est plus efficace sur comment on run des modèles et on ne gaspille pas de temps et d'énergie, ça a un sens énorme parce que c'est très exponentiel. Là, on parle d'une machine pour un usage. Si on a 200 machines, c'est une ville. Concrètement, une ville qu'on gâche. C'est comme si on allumait la douche en disant ah bah j'ai plus envie, je l'ai laissé couler 3 heures. Bon, au final, je ne prends pas, j'éteins, je fais autre chose. C'est à peu près la même chose. Il faut avoir une façon de travailler la donnée qui est intelligente. C'est exactement ça. Le RAG, ça rentre là-dedans. En dehors du temps, il y a une responsabilité qu'on a où on ne peut pas, parce que c'est très exponentiel, faire n'importe quoi, n'importe comment. Sinon, en bout de chaîne, on va consommer 100 fois l'équivalence qu'on consomme maintenant. Donc, on va punir le reste du réseau, c'est-à-dire en gros les gens qui n'auront plus d'électricité ou faire des choix inutilement, parce qu'en fait, à la fin, ça ne sert à rien. C'est juste parce qu'on n'a pas voulu réfléchir autrement. De toute façon, by design, l'approche RAG, ça nous permet de considérer un LLM comme juste une variable pour échanger. Exactement. C'est l'idée, c'est exactement ça. C'est un mécanisme. Le LLM arrive à la fin. C'est juste pour moi, j'utilise comme traducteur. C'est l'interface humaine. On a ces 4 contraintes-là, c'est exactement ça. Hein. L'électricité dont je viens de parler, c'est que le dernier. Hein. Il y a aussi le problème qui est bloquant pour nous de l'accès à la donnée. On ne peut pas partager des données sensibles d'un client à l'autre. C'est impossible. C'est l'usage normal, il ne permet pas. Donc ça résout beaucoup de problématiques en même temps. Ouais. Du coup, je vais arriver sur un sujet qui est très intéressant, surtout pour toi. T'es plein dedans. Du coup, aujourd'hui, les challenges du RAG, il y en a un qui est simple, qui est partagé avec le LLM, c'est tes données. C'est la qualité de tes données de base que tu mets dans ce truc. Si tu mets de mauvaises données, tu auras de mauvaises réponses. Ça, c'est la base de tout dans cette partie-là. C'est la data. Maintenant, le RAG, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va demander à une base de données, on va sortir de cette base de données quelque chose qui est proche de la question du user et envoyer ça dans un contexte à l'LLM. Pour rappeler juste le concept du prompt system de l'LLM, c'est quoi? On a la query du user, après on a un contexte, après on peut rajouter d'autres variables maintenant dans les LLM avec les outils. La partie contexte, c'est une fenêtre dont l'LLM, elle a une taille, c'est pas infini, on ne peut pas mettre tout dans un contexte, on ne peut pas prendre 100 000 fichiers dans notre base de données et envoyer tout en contexte. Ça, c'est le premier problème, c'est que la majorité, c'est les LLM qui tournent normaux, qui tournent pour tout le monde, dans les décès de tout le monde, c'est les gros, c'est 4000, maintenant il y a les 16K, après il y a des LLM qui prennent 100K, tout ça.
Mais par contre, envoyer son cas, même pour les LLM où on envoie son cas texte, on envoie un bouquin à l'LLM, on lui dit, on pose une question et on lui envoie un bouquin de vecteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des benchmarks qui montrent qu'en fait, le LLM, il va prendre la première partie, bien le comprendre, il va survoler le milieu et il va donner et comprendre un peu mieux, en gros, meilleure partie là, deuxième meilleure partie là, et là, le milieu, il va le survoler. Ce qui donne quoi? C'est que si votre information importante, elle est au milieu, bah, la réponse du LLM à la fin, elle va être avec ce qu'il a bien compris, la première et la dernière partie. Ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, cette problématique-là, maintenant, il y a une vraie complexité à faire un vrai LLM de prod. Tout le monde peut déployer un LLM, je vous le dis vraiment, en 2 heures. Vraiment. Utiliser Autogène, les agents RAG, et c'est fini. C'est en 2 heures, c'est fini. Maintenant, comment avoir les bons résultats qu'on veut, c'est beaucoup plus difficile. Comment on le fait ça? En gros, c'est la première partie. Je vais rentrer un peu dans la technique là, donc ça va être un peu plus… Vous m'arrêtez quand c'est un peu plus compréhensible. La première partie d'un LLM aujourd'hui, c'est de rajouter la méthodologie de re-ranking. C'est quoi la méthodologie de re-ranking? C'est des réordonnanceurs qui, eux, prennent ce qu'on a sorti de la DB, vont lire tout ce qu'on a sorti de la DB, de la base de données vectorielle, hein, et leur donner des scores. Il va scorer toutes les réponses qu'on a reçues. C'est quoi l'avantage de ce re-ranker? L'avantage, c'est qu'il prend en profondeur les données, il les comprend. Il ne va pas faire une recherche de similarité, il va comprendre ce qu'il a pris de la base de données et comprendre si ça correspond ou pas à la question du user. Et avec ça, il donne un score à tout ce que tu as pris. Maintenant, après qu'il a compris tout ça, on lui donne le top N. Combien de réponses qu'il a compris qui sont adéquates et avec le meilleur score, il doit renvoyer à l'LM. Et là, il va envoyer par exemple le top 3 des trucs qu'il a bien compris, qui matchent très bien à la question de user et envoyer que ça dans le contexte. C'est la grosse différence. Maintenant, la problématique d'utiliser le re-ranker, c'est qu'il faut trouver le bon embedding qui marche avec. Tous les re-rankers ne marchent pas avec tous les embeddings. Les embeddings, c'est le dictionnaire de base. Comment on crée les vecteurs. C'est le traducteur, la traduction entre votre texte et les numéros, les vecteurs. Les embeddings, par exemple, aujourd'hui, c'est le dictionnaire, mais par contre, un embedding, il y a des embeddings qui sont monolangues. Ça veut dire qu'ils font que de l'anglais. Il y a des embeddings qui sont multilingues. Les meilleurs, malheureusement, c'est OpenAI. Mais aujourd'hui, le meilleur en multilingue, c'est OpenAI. Je vais vous donner quelques contextes. Le meilleur juste en anglais, c'est Gina et AI. Donc, c'est les meilleurs. Le meilleur re-ranker qui marche avec eux, c'est CoreAI, c'est CoreRerank. Donc, c'est ça. C'est des choses qui sont très… Attends, si je peux juste faire une remarque. Ouais. Pourquoi il a dit malheureusement OpenAI? Parce que OpenAI, contrairement à une LLM chez vous, la donnée, elle part chez OpenAI. On a beaucoup de discussions avec des gens similaires à ceux qui sont présents aujourd'hui, dans lesquels il n'est pas souhaité que la donnée, elle aille chez un partenaire qui, dans ses conditions générales, s'autorise à les utiliser. Donc, en fait, ils sont très performants, mais malheureusement, on ne peut pas les utiliser parce qu'on ne veut absolument pas que la donnée sensible de l'entreprise, elle soit accessible et réutilisable légalement par OpenAI. Ce qui est le cas quand on utilise ChatGPT. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'un embedding, il envoie les données. C'est pas juste il vous envoie un algorithme pour faire de l'encodage et le décodage. Les données, elles transitent dans le réseau et elles arrivent chez le fournisseur de l'API. Donc ça, c'est une problématique pour nous aujourd'hui, surtout dans un contexte aussi RGPD où on doit s'assurer que les données de nos clients, de nos employés, tout ça, ne partent pas chez des gens qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose de base. Donc cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Rajouter des re-rankers à vos RAG. Sans des re-rankers, vous aurez par chance des RAG qui répondent bien, mais malheureusement, vous ne pouvez pas assurer à vos users que vous avez toujours la bonne réponse, ou la meilleure réponse plutôt.
Maintenant, il y a le context stuffing, c'est que le RAG, il permet ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais, la courbe en gros de comprentissage de LLM, c'est d'éviter ça. On va stuffer le contexte au maximum, parce qu'un RAG, on peut demander, le top key, on peut demander on peut apprendre ce qu'on veut de la base, il va balancer tout ça à LLM, le LLM va prendre ce qui lui plaît, il va commencer même à halluciner s'il le faut, et ce n'est pas la bonne chose. Le context stuffing, c'était la première, les essais, les gens ont commencé à faire ça, mais c'est la plus mauvaise idée dans le RAG. Il ne faut jamais faire ça. Maintenant, pour améliorer un RAG, c'est que le RAG doit être utilisé que dans un contexte où on a besoin d'une donnée interne. Imaginons qu'aujourd'hui, on veut créer une équipe de dev qui est des IA. C'est juste des IA qui sont des équipes de dev. Cette équipe de dev-là, elle a des techs qui, eux, vont créer les specs. Les specs, ils veulent les prendre de ce que toi, tu as décrit dans ta base de données ou dans ta documentation. Et par contre, on veut lui laisser la créativité que les codeurs aillent chercher des méthodes, même sur Internet, pour trouver de nouvelles solutions que tu n'as pas trouvées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des agents. Par exemple, on va utiliser les agents de Autogène de Microsoft ou de CrewAI. C'est les deux que je connais qui font du multi-agent aujourd'hui, sinon il faut le faire à la main. Donc, on va faire quoi? On va faire un proxy. Le proxy, c'est l'agent de base qui, lui, peut faire chercher des données dans une base de données et en même temps peut assigner des tâches à d'autres agents. Ce proxy-là, il va prendre ta description, tes specs, tout ce que tu veux dans la base de données, il va les sortir, il va expliquer ça à un marketing, quelqu'un du marketing, un agent qui fait du marketing. Lui, après avoir expliqué de votre base de données, l'agent de marketing, il va prendre ces données-là, il va faire une recherche sur Internet et voir si le produit veut dire quelque chose ou pas, s'il y a de la demande ou pas. Sur Internet, on peut scraper Internet pour comprendre s'il y a de la demande ou pas, s'il y a des marketeurs, ils connaissent un peu la méthode. Et après, quand il a validé, le marketeur, il a validé la viabilité de ce produit-là, il va envoyer à une équipe de codeurs, on crée des codeurs qui sont chacun spécialisés dans un domaine et chacun a son LLM qui est spécialisé dans ce truc-là. Et donc, ça permet à la fin qu'eux, ils basent des trucs. On peut aller plus loin, créer des code reviewers en agent. On peut créer une armée avec de l'IA. Bon, il faut juste avoir les machines derrière, mais on peut créer une armée. C'est des choses, aujourd'hui, c'est l'avantage qu'apportent des technos comme le multi-agent pour nous permettre et nous faciliter la vie aujourd'hui. Alors, juste pour revenir une seconde sur ce que tu disais. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas de la science-fiction, on peut créer une équipe virtuelle. Les arbitrages qu'on va avoir en dehors des problèmes éthiques, c'est le coût, ce que disait Mox derrière. Monter une équipe équivalente à SkyOne en interne, complémentaire, mais avec le même nombre d'agents, les mêmes skills, ça coûte plus cher que d'employer des gens aujourd'hui. Tellement l'infra derrière, elle est chère. Parce que c'est quelque chose qui est récent et que le hardware est encore très cher. Et ils ne feront pas autant d'innovation comme en équipe. C'est le plus important. Non, oui, je parlais sur la partie production. Oui, parce que la production, on utilise des données existantes. Donc, on va utiliser ça. Sauf que si on crée que des IA qui vont faire des choses, on ne trouvera plus des solutions. L'IA peut ne pas trouver de solution aussi. Il n'y aura personne qui réfléchira à de nouveaux concepts. Il n'y aura personne qui améliorera l'IA et comment elle tourne. En dehors du choix, je ne parlais pas en termes de remplacement, je parlais en termes d'expansion. On pourrait décider, d'un point de vue stratégie, de rajouter. Le problème, c'est qu'au moment où on se parle, ce n'est pas encore efficace à un terme financier. Je vais vous donner un exemple concret. Un exemple concret de ce qui se passe, par exemple, chez Iguane. Par exemple, moi, j'utilise des choses comme ça pour générer même mon code Python. Par contre, il y a quelqu'un, il est où, Ben? Il est là-bas. Donc, il y en a un, après, qui passe dessus, qui me dit « Non, on ne va pas écrire ça en prod. Je vais refaire tout. » Il passe 2 jours. Il a le concept marche, le truc tourne. Il adore le Go aussi, donc il va transformer plein de choses en Go, mais il passe dessus pour rendre le truc prod ready, pour qu'on n'ait pas de problématiques de sécurité et des trucs comme ça. Moi, mon rôle, c'est pas de faire les trucs en prod, mon rôle, c'est de faire un peu de concept, un peu de trucs, pousser des… Hein? Ouais, c'est ça, c'est pas de bien coder, c'est ça. Et après, il se vous l'envoie. C'est pas son boulot non plus. Après,
il y a une équipe derrière qui, eux, vont dire non, 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 ça c'est pas bien, je vais refaire ça, ou ça s'écrit pas comme ça, ou là il y a un problème d'utilisation de mémoire, ou des trucs comme ça. Et c'est des gens comme Ben qui est là, qui vont valider cette partie-là. Donc cette partie-là n'existe pas sans humain. Ça, c'est la base. Donc le fantasme d'avoir une équipe d'IA, je suis d'accord avec Cyril, c'est pas bien. On n'est pas sûr à la fin. On a vu depuis tout à l'heure pas mal de concepts assez théoriques, même si Mox nous a expliqué comment derrière il les mettait en pratique au sein d'Iguane. La raison pour laquelle on vous a fait venir ici, c'est pour vous expliquer deux approches qu'on a eues. La première, c'est en quoi la GenAI, telle qu'on la conceptualise aujourd'hui, nous aide dans notre métier au quotidien. Et la deuxième, c'est de quelle manière on va permettre à nos clients de faire tourner leur propre modèle sur nos infrastructures. Dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec des... Alors moi, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, c'est la partie écologique notamment. L'empreinte carbone des LLM aujourd'hui, elle est catastrophique. Les sujets sur lesquels travaillent Mox et ses équipes qui permettent de drastiquement réduire cette empreinte carbone, c'est quelque chose qui, moi, me touche et en plus est très très dans l'air du temps. C'est deux sujets que Mox maintenant va pouvoir aborder. Donc déjà, là, pour la première partie où nous, on va utiliser, ou on utilise aujourd'hui en pré-production, on va dire, le RAG, c'est la création de la doc, par exemple. Aujourd'hui, on a dans nos bases de données vectorielles, on a toutes les données par rapport aux outils qu'on utilise, aux outils qu'on a développés, comment ça marche chez les autres clients, comment le user final va l'utiliser. Donc, ce qu'on va expliquer, on va donner à un LLM, on va poser la question déjà à notre RAG, on va dire, je veux créer, on va donner la requête au RAG, dire, je veux créer la doc pour telle infra. Ce que peut faire le RAG, avec les outils avant, c'est d'aller avec un outil qui se connecte sur, par exemple, un compte AWS, sur les API, va chercher toute l'infra AWS, va donner ça à mon modèle de RAG qui, lui, va voir qu'est-ce qui coïncide chez nous, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qui coïncide dans la base de données de doc, va sortir toutes ces infos-là, les envoyer à l'LLM, lui dire « ça, c'est l'infra ». Ça, c'est les technos qui sont cités et comment sont utilisés dans la doc Iguane. Ça, c'est les best practices Iguane. Maintenant, écris-moi avec ce format-là, la doc pour cette infra-là. Et donc, ça permet de donner une doc sur l'infra un peu poussée avec toutes les spécificités, comment Iguane déploie une infra, comment Iguane configure une infra. Ça, c'est une première partie. Après, ça permet aussi au personnel de l'astreinte, quelqu'un qui est tout seul la nuit, qui ne va pas passer sa nuit à chercher, il a un incident, un truc qui se passe mal, il va s'embrouiller avec son Confluence à chercher c'est quoi la spécificité pour ce client, c'est quoi la techno, qu'est-ce qui se passe et tout. Il peut poser la question, ça va lui répondre. Les gens en prod, ils ont accès à tous les espaces, toutes les informations sur les clients, donc ça va lui répondre c'est quoi la techno qui tourne sur le serveur, c'est quoi le client, qu'est-ce qu'il fait, ou même c'est quoi la procédure pour réparer cet incident-là en astreinte. Donc c'est quelque chose qui facilite la vie à ces gens-là. Maintenant, ça permet aussi à nos clients d'arriver chez nous, de poser des questions à notre RAG et d'avoir des informations sur leurs infras. Par exemple, quelqu'un qui va déployer aujourd'hui, même si on suit de la CI/CD pour les gens normaux, mais on va dire quelqu'un qui a besoin d'une IP. Il veut utiliser juste une VM de son infra, il a 100 000 VM, il veut trouver telle VM, son IP pour pouvoir se connecter et déployer à la main son code pour tester. Donc au lieu d'aller chercher dans sa conf, je parle d'un cas basique, il va juste poser la question, c'est quoi l'IP de ce truc-là? Ou est-ce que par exemple, j'ai une question qui est aussi très importante, est-ce que j'ai des services qui tournent, mais qui ne servent à rien? C'est quelque chose qu'on peut, quand on a l'infra AWS avec l'API, on peut faire plein de choses. On peut regarder qu'est-ce qui tourne et pourquoi ça tourne et qu'est-ce qui tourne dessus. Donc, est-ce que j'ai des services qui tournent qui ne servent à rien? Est-ce que je peux optimiser le coût de mon infra? Je peux poser des questions comme ça. Oui. Sur tes use cases, tu as prévu dans les réponses de ton système d'avoir un peu d'explicabilité, c'est-à-dire quel agent est activé, est-ce que le RAG est activé, est-ce que tu as remonté Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que, en fait, pour l'instant, je me concentre sur la qualité de l'output.
plus, parce que j'ai besoin que ça soit vraiment précis et concis avant de mettre plus ces parties-là. Parce que là, je me concentre à sortir, par exemple, le lien d'un truc quand c'est vraiment quelque chose qui doit être sûr, et qu'il doit comprendre qu'il doit sortir, dans ce cas-là, le lien d'où il a sorti son information. Mais c'est ça. Par contre, ça peut se faire, en fait, c'est une manipulation sur le code, sur l'interface, sur le i, pour dire est-ce que je dois citer l'agent qui a travaillé, est-ce que je ne le cite pas? Ou je sors tous les agents, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou je sors juste le résultat final du user. C'est des réglages qu'on peut faire, mais je ne suis pas expert UI ou UX, mais je pense que si quelqu'un pose une question, quelqu'un de normal pose une question et qu'on lui envoie 2 pages d'agents qui travaillent, il va se perdre. Non, c'est pas forcément ça, mais tu vois, typiquement, si tu passes pas par un RAG parce que tu n'as pas l'information qui est remontée, tu peux avoir des modèles qui peuvent… Ah oui, ça c'est plus simple à faire, en fait, c'est même dans les prompts. On peut lui dire dans les prompts d'expliquer soit ce qu'il a lui inventé ou trouvé la réponse tout seul, soit si c'est basé sur une documentation sûre. Celle-là, on peut le faire, ça. Tu le remontes à l'utilisateur. Oui, c'est ça, on peut le faire. Par contre, il y a aussi la partie où on peut dire directement cet agent-là, il travaille sans RAG, parce que parfois on a besoin de créativité dans le travail interne pour réfléchir, des questions comme ça. Et un agent, on va avoir 2 onglets dans le même chat, un onglet RAG, un onglet vraiment avoir de la créativité. Alors, juste pour préciser la temporalité dans laquelle on se trouve, là, on est fin janvier. On commencera à avoir ces discussions opérationnelles avec les clients fin Q1. Donc, dans pas longtemps, sachant qu'on est dans un domaine dans lequel chaque jour, il peut y avoir un breakthrough. Donc, là, on parle à date, on est à mi-janvier, grosso modo, parce qu'après, en freeze, on fait la presse. Mais les échanges clients, ce sera probablement fin de Q1. Et on commencera à avoir ces échanges-là concrets avec comment on y accède. Et évidemment, on va l'update sur les feedbacks des clients. Ils vont nous dire, moi, j'aime pas ça. Et après, nous, on l'a juste derrière. Mais ces discussions-là, elles n'arriveront pas avant un mois et demi. Côté client. Ça. Ah, et l'exemple que je parlais tout à l'heure, de créer de l'infra as code. Et même aujourd'hui, je pousse un peu le truc exprès, c'est de faire même le déploiement. Quand c'est validé, quand le truc est validé, ça déploie. Bon, c'est pas des infras de prod pour l'instant, mais ça déploie aussi. Et ça, j'appelle pas ça de la GNI. Après, j'appelle ça de l'IAOps, moi, de mon côté. C'est le côté où quand c'est validé, quand c'est sûr, ça doit pouvoir déployer. Et ça arrive à déployer aujourd'hui. Non, mais ça, on fera un autre event. Non. Ouais, donc ce que je disais tout à l'heure, au-delà de permettre à nos clients de faire des requêtes sur leurs données au sein d'Iguane, on va à partir de fin Q1, je pense que les machines seront disponibles. Khalil. Ouais, il y a un mec qui fait Dell. Il a dit disponible. C'est ça. Ouais, on vous dit, il y a Dell et Nvidia à côté là. Donc on devrait pouvoir commencer à livrer de l'infrastructure pour nos clients afin qu'ils puissent faire tourner leur propre modèle et qu'on puisse les aider à les manager et donc à les optimiser. C'est ça. Après, on aidera aussi, nous on ne prévoit pas de donner du code à nos clients, mais par contre, on prévoit de pouvoir les aider, travailler avec eux par rapport à des choses que nous, on a fait et qu'on peut les aider à améliorer ou s'ils ont besoin d'infos, et on peut même monter des workshops pour travailler ensemble pour améliorer votre partie à vous. Oui, on est en train de réfléchir à plusieurs façons de proposer les LLM. Donc de l'infrastructure brute, c'est-à-dire vous consommez une infrastructure comme vous l'avez maintenant, la seule différence c'est que c'est du LLM qui tourne dedans. Et on est même en train d'échanger pour livrer des services un peu plus avancés, managés, ce qu'on parlait de la doc, fournir à une infrastructure équivalente que vous pouvez runner chez vous, complètement opérationnel et qu'on manage intégralement. En gros, on vous livre l'outil prêt à l'emploi, vous le runnez sur vos docs à vous, on vous le manage, vous n'avez rien à faire, vous jetez votre dataset, vous récupérez vos données et on donne l'usage avec. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, qu'on livrera probablement le 2e semestre de cette année. Merci beaucoup d'être venu dans le contexte actuel et à bientôt. Merci. Merci.